Éric Caravaca fait partie de ces acteurs qui ne se répandent pas, trop occupés à mettre leur talent au service de ce qu'ils traquent, une vérité cachée. Qu'elle soit au cœur des souffrances fraternelles quand il joue chez Patrice Chéreau dans Son frère. Et ton couple alors, ça va comment? Mon couple? Mais quel couple? Il a l'air gentil, ce Vincent. Fais pas comme si tu t'intéressais, Thomas. Tu t'intéresses à personne. C'est quand même pas maintenant que tu vas t'y mettre, si? Ou quand il interprète un homme sans visage dans La Chambre des officiers de François Dupeyron. Caravaca se retrouve souvent dans des drames intimes où la petite histoire croise la grande. C'est encore le cas quand il délaisse le costume de comédien pour réaliser son deuxième long métrage, Carré 35. Un film magnétique, élégant et habité par des événements personnels dans lesquels on se regarde comme dans un miroir. Vers la fin des années 50, mes parents se marient à Casablanca. Sur ces images, il me semble les découvrir pour la première fois, affichant une insouciance que je ne leur connaîtrai jamais. Je ne peux qu'observer les allures d'un homme et d'une femme auxquels doit arriver une grande douleur et qui ne savent pas encore. Sur ces images, mes parents n'ont pas encore eu leur fille, ils ne l'ont pas encore perdue. Mon père a filmé cet enfant, c'était au début des années 60. Il n'y a plus de film. J'ai moi aussi filmé mon enfant sans rien savoir de tout cela. Ces images de mon fils m'ont renvoyé à d'autres images, absentes, celles de ma sœur, et à la vérité d'une histoire cachée. Bonjour Éric Caravaca et bienvenue. Merci. Carré 35, c'est l'histoire d'une absence qui vous hante. Ça, on peut le dire sans en dévoiler trop. Est-ce qu'il y a des films qui continuent de vous habiter par leur mystère ? Oui, je pensais à des films de Tarkovsky, qui est un des réalisateurs que j'adore. Je pense que Nostalgia de Tarkovsky est un film qu'on peut voir et revoir avec des questions très mystérieuses, avec des images sans dialogue, une bouteille de lait qui se renverse, des soldats qui sortent comme ça. Tarkovsky reste très mystérieux parce que je crois qu'il a... il y a l'influence de la poésie de son père, certainement, et que la poésie reste aussi mystérieuse. On n'explique pas tout. Les films que j'aime sont des films assez poétiques. Voilà. C'est un son, un sens. Et parfois, on entend le son, mais on ne perçoit pas le sens. On peut parler d'Antonioni dans la fameuse séance de Profession reporter, où à la fin, on sait qu'il s'agit de la mort, mais on ne le voit pas. On entend juste une trompette, comme les trompettes de corrida. Et je trouve ça très beau de faire appel à l'inconscient des spectateurs, de la part des réalisateurs. Et voilà, ça reste le mystère de l'image et des films. Ça parle à chacun de la mort, de l'inconscient, et je trouve ça très beau quoi, dans les films. Voilà. Donc Tarkovsky reste mystérieux, mais Antonioni aussi. Ce personnage dans Profession reporter qui court et qui semble fuir en permanence, finalement court vite vers sa mort. Enfin voilà, il y a quelque chose de complexe qui montre que le personnage ne possède pas toutes les clés même de sa propre histoire. Cette part d'inconscient qui nous habite et qu'on ignore parfois, et j'aime beaucoup quand elle ressort dans les films de fiction. Voilà. Carré 35, c'est une histoire de famille, de secrets de famille. Est-ce qu'il y a des films qui ont marqué votre éducation de cinéma sur ces secrets de famille? Oui, moi il y a des films, les films sur les secrets de famille, bon, il y a beaucoup de documentaires aussi que j'ai regardés parce que je faisais ça. Je pense notamment à Marianne Otero, je pense à Henri-François
Imbert, qui a fait des films aussi sur des secrets de cartes postales, un film qui s'appelle No Pasaran, où il remonte aussi une énigme comme ça, et il retrouve des cartes postales, les 27 ou 28, je ne sais plus combien il y en a, cartes postales d'une série, et qui montrent des réfugiés espagnols dans les camps de concentration à Argelès, dans le sud de la France, après la guerre de Franco. Et au final, il mène ça comme une enquête, et on s'aperçoit que les gens ont été déportés ensuite dans les camps de Auschwitz, de Birkenau. Qu'est-ce que le documentaire, dans son écriture, réussit à traduire que la fiction peine à faire? Mais le documentaire ancre son personnage principal, j'allais dire, dans une réalité. Et j'aime bien aussi quand la fiction le fait. À l'inverse, Imamura se met à faire du documentaire parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer des acteurs dans le cinéma japonais. Et donc pendant 10 ans, les Japonais font des films un peu érotiques, un genre né comme ça qu'on appelle les films. Et Imamura, lui, il se dit, il n'a pas envie de faire ça. Donc il prend un micro et une petite équipe, toute petite équipe, et il fait du documentaire. Et je pense que beaucoup d'acteurs vont dans le documentaire en préparant des rôles, en préparant des personnages. C'est un film de famille, on le dit. Alors moi, je vais vous proposer 3 films et vous allez me dire chez quel réalisateur vous aimez la famille au cinéma. Est-ce que vous aimez la mélancolie de Ozu, par exemple, dans Voyage à Tokyo? Ou est-ce que vous aimez la famille plus tourmentée, plus névrosée chez Douglas Sirk, avec Écrit sur le vent, où tout est perverti par l'argent et surtout les sentiments? Ou une famille qui a le plus le goût de la liberté, de s'affranchir des codes établis, avec Elia Kazan, À l'Est d'Éden? J'adore Ozu, voilà. Ouais. Et sa période noir et blanc et aussi la période couleur. Je trouve que cette mélancolie-là me touche beaucoup. Je suis quelqu'un de mélancolique. Ça rejoint celle de Tchekhov, ça rejoint la mélancolie russe de Partition inachevée pour un piano mécanique, ou de Mikhail Koff dans ses grands films. Voilà, je suis très sensible à ça. Carré 35, vous le dédiez à François Dupeyron. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait poussé à aller au bout de cette histoire. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai accompagné aussi. Au final, vous avez fait 4 films ensemble? Oui, on a fait surtout 3 importants, où j'avais un rôle important. Et je dirais qu'au-delà du cinéma, c'était une histoire de vie. Et je crois que c'est beaucoup ça, le cinéma. On se retrouve à être pris sur un film parce qu'à ce moment-là de votre vie, vous en êtes aussi... vous en êtes là, vous êtes proche de l'histoire qu'on vous propose, et au final le réalisateur vous choisit aussi pour ces raisons, même si elles sont occultes et qu'on ne les voit pas et qu'on ne les touche pas. C'est à François Dupeyron que vous avez confié en premier votre désir de passer à la mise en scène? Oui. Lui et Patrice Chéreau. Voilà, sont deux personnes qui ont compté beaucoup quand j'ai réalisé mon premier film. De quelle manière ils vous ont accompagné, Chéreau et Dupeyron? Patrice, lui, m'a aidé parfois en conseillant, mais surtout en le regardant travailler, avec son... Qu'est-ce qu'il y a du cinéma de Patrice Chéreau chez vous? Il y a forcément quelque chose. Oui, probablement dans l'énergie qu'il faut et dans laquelle il faut mettre les acteurs pour arriver à avoir quelque chose. Et puis, mais c'est surtout, oui, c'est ça, c'est son regard sur les acteurs, qui ne passait pas par rien, par aucun écran. Passait simplement par un regard en direct et assez proche des acteurs. Et puis par aussi cette chose qui fait que c'est le metteur en scène et les acteurs qui font un film, et que ensuite la technique suit derrière. La technique ne doit pas être encombrante. Et bien souvent, dans les films, on a l'impression que seuls les techniciens travaillent. Et les acteurs ne foutent rien, et le metteur en scène dit bah, peut-être on se mettrait là, peut-être là, mais enfin voilà, il y a quelque chose à trouver avant que la technique rentre en compte. Et Patrice Chéreau, moi j'ai fait un film avec lui, c'était le chef opérateur, c'était Éric Gauthier, et Éric Gauthier était très discret. Avant que les choses fonctionnent, que le rouage marche de l'histoire, que le sentiment arrive, on n'a pas besoin de technique, on a besoin simplement d'humanité et d'humain. Voilà. Acteur, réalisateur, il y a beaucoup de vos confrères qui vous ont précédé. Est-ce qu'il y a des acteurs, réalisateurs dont vous aimez le travail? Je pense par exemple à Marlon Brando, qui n'a réalisé certes qu'un film, La Vengeance aux 2 visages, mais Robert Redford a réussi à convertir ce qu'il était en tant qu'acteur
comme metteur en scène. John Wayne l'a fait. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui vous marquent d'acteurs-réalisateurs? Cassavetes, c'est quand même un incroyable acteur au début. Eastwood aussi, qui a pu faire des films, peut-être certains qu'on aime moins, mais qui a fait des films quand même magnifiques. Je pense que c'est toujours bon signe quand un acteur se met à faire du cinéma. C'est-à-dire que c'est le signe de quoi? C'est qu'il a quelque chose à dire, quelque chose d'important à dire. Parce que sinon, il a son métier pour prendre la parole, donc ça devrait lui suffire. Nous sommes élevés comme des enfants modèles. Nous apprenons le piano, allons au catéchisme, faisons du tennis. Mais évidemment, il y a autre chose. Je vis, nous vivons avec un fantôme. Un fantôme passant de l'inconscient d'un parent à l'inconscient d'un enfant. Les metteurs en scène pourraient être ça aujourd'hui, les metteurs en scène du cinéma classique, des gens qui vous ont permis de questionner la vie? Et quels auraient été alors à ce moment-là ces précepteurs de vie? Piala, qui parle de l'abandon, c'est son thème au final. Il vous a appris quoi, Piala? De parler de soi, en fait, au fond, finalement, il parle de lui. Il le fait avec beaucoup de pudeur. Et il ne s'étale pas, mais il parle de lui dans ses films, et donc d'aller à l'os de ce que l'on est. Parce qu'il n'y a que ça qui peut donner l'impression aux gens d'une certaine révélation, si vous voulez. C'est-à-dire d'aller aussi loin et aussi profondément dans ce qu'on est, et puis essayer de le retranscrire avec la difficulté qu'on a d'être ce que l'on est. Parce que si on est content d'être ce que l'on est, il ne faut pas faire de cinéma, je pense. Voilà, je pense qu'on a envie, nous, en tant que spectateurs, de voir des personnages qui sont dans un état bouleversé. On n'a pas envie de voir un monsieur tout-le-monde qui arrive et qui se sent bien et pour qui la vie est très belle. Je trouve que, voilà. Alors, Eustache, Jean Eustache. Moi, j'aimerais produire pour essayer de sortir un coffret Jean Eustache. On ne retrouve pas ces films en DVD. C'est très compliqué. Il y a plusieurs Eustache, Nos petites amoureuses, le film qu'il a fait avec Année Zéro, je crois, avec sa grand-mère, qui est un documentaire aussi, où il est seul dans sa cuisine avec sa grand-mère. Je trouve ça bouleversant. Éric Caravaca, je voudrais qu'on termine avec une partie de ce qui vous constitue, c'est-à-dire vous êtes un photographe, en plus d'être un acteur, réalisateur. Alors je vais vous citer 3 films qui mettent en scène la photographie, non pas comme une image, mais comme quelque chose en soi. Alors, il y a l'un des derniers films d'Henri-Georges Clouzot, La prisonnière, où Laurent Terzieff, un homme de théâtre comme vous, joue le rôle d'un galériste qui a une passion pour mettre en scène certaines obsessions sexuelles. Il y a le film de Roland Joffé, La déchirure, là où comment le travail de photographe-reporter est là pour témoigner du monde. Et il y a Blow Up d'Antonioni, un film qui déconstruit le jeu des apparences. Alors quel est le film qui parle le mieux de la photographie de ces 3? Moi, je dirais Blow Up. Ouais. Blow Up parce qu'il y a quelque chose de l'infini, du détail. Ce photographe qui est dans le jardin et qui, finalement, a capté par hasard une scène de meurtre. Et puis, je trouve que ça parle du réel. Au final, dans Blow Up, on joue au tennis 100 balles. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que le temps présent? Comment on le capte? Ça appartient à chacun, en fait, finalement, cette notion du réel. Et je trouve que c'est ce qui fait la force du cinéma. Merci Éric Caravaca d'être venu faire un petit tour par chez nous. Vous revenez quand vous le voulez. Merci beaucoup. Merci.